Comment raconte-t-on au cinéma un mouvement qui a été surreprésenté, parfois injustement médiatisé, et qui a donné lieu à un étourdissant flux d'images ? Comment raconte-t-on une histoire déjà entendue 100 fois, pour en faire un récit unique dans lequel chacun peut se reconnaître ? Je suis Fan Montet, avec Clément Coucoureux et Nolwenn Thivaud, nous vous proposons une série de 4 épisodes pour questionner les différences de traitement d'un même sujet et de voir comment un cinéaste, une journaliste et un photoreporter s'en emparent. À la base de ce questionnement, il y a un film, Un peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février au cinéma. Dans ce dernier épisode, Emmanuel Gras nous raconte comment, au fil des grandes étapes de fabrication de son film, il a su trouver sa forme et son ton pour se faire le relais de ceux vers qui il a tourné sa caméra. Moi, ce que j'avais senti dès le début, c'est l'énergie. C'est vraiment une espèce d'énergie retrouvée de gens qui ne s'exprimaient pas, en tout cas publiquement, et qui, là, d'un coup, ont une énergie de malade à se mettre en avant et à faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé faire avant. Et ça, cette énergie-là, au fur et à mesure du tournage et de ce qui se passait réellement, c'est cette énergie-là qui va se confronter à un mur intérieur et un mur extérieur. C'est ça l'histoire du film au final. Même si j'en suis pas complètement conscient au départ, je sens que moi, il faut que je puisse retranscrire la puissance révolutionnaire, en fait, révolutionnaire à un sens de révolution même personnelle, de ce que c'est que la lutte, la mise en mouvement de corps, de pensée, d'hommes et de femmes. Qu'est-ce que ça transforme, qu'est-ce que ça crée, voilà. La différence par rapport à mes films précédents, c'était que quand même, au fur et à mesure du mouvement, je me rendais compte qu'il fallait quand même qu'on comprenne des choses, qu'il y ait des informations données, que le film pouvait pas être juste un pur objet déconnecté du fait que le spectateur a besoin de repères, il y a des manifestations, il y a des déclarations, il y a des avancées. Enfin, et donc j'avais un côté plus informatif que dans mes autres films. Nous connaissons les vidéos heurtées des manifestations, souvent filmées à la première personne par les Gilets jaunes eux-mêmes. Le film Un peuple frappe cependant par la stabilité et la lisibilité de ses images jusqu'au cœur de l'action. Emmanuel Gras, qui a tenu la caméra pendant tout le tournage, explique ce choix technique, mais aussi moral. Pour pouvoir observer, il ne faut pas être complètement pris par l'action. Ma recherche, et qui se fait naturellement, ce n'est pas non plus des choses auxquelles qu'on théorise trop, c'est de mettre à une distance qui est suffisamment proche pour pouvoir sentir physiquement qu'on fait partie du groupe, par exemple. On est au milieu du groupe. Et en même temps, d'être suffisamment stable, peut-être, je ne m'en ai pas rendu compte, pour pouvoir capter, regarder des choses qui dépassent juste le truc direct qui est dit ou l'excitation qui est celle du moment. Ça demande donc une espèce de mi-distance entre proximité et trop grande distance. Et ça, c'est vrai à la fois dans la manière de filmer et puis même dans le regard plus général où je pense que dans le film, on sent que je suis avec eux complètement, mais que je ne suis pas absorbé dans le point de vue de ce qu'eux, ils peuvent défendre, et en sachant qu'eux-mêmes ont des points de vue différents. Mais oui, ça demande une certaine stabilité mentale, on va dire, qui se traduit dans une image aussi plutôt posée, même si elle n'est pas fixe. Le film, au-delà des scènes de manifestation, s'attache à filmer la parole, qu'elle soit collective ou personnelle. Il y a énormément d'heures de rush, puisque le tournage s'est étalé sur 6 mois quand même. Une des choses que je voulais montrer, c'était toutes les tentatives d'élaboration de leur discours et de structuration du mouvement. Donc, dès qu'il y avait une réunion avec d'autres groupes ou à l'intérieur sur comment est-ce qu'ils essayaient de s'organiser, j'étais là donc, et je filmais. Et c'était des réunions qui pouvaient durer 2, 3, 4, 5 heures. Et toutes les discussions qu'ils pouvaient avoir, où ils essaient d'aborder différents sujets, pareil. Donc, c'est des heures et des heures et des heures de parole, en fait. Mais de toute façon, on n'a pas le slogan. Par exemple, j'aime bien. Le paradis des riches est fait avec l'enfer des pauvres. Ça, c'est pas un gâteau. C'est pareil, c'est trop long. Et aussi, au bout d'un certain temps de tournage, je me suis rendu compte que ma démarche ne pouvait pas être simplement celle d'être un observateur,
participants, mais que, étant donné que c'était un mouvement où les gens, comme tout, c'est un mouvement collectif, et du coup, disons que les prises de parole sont toujours des prises de parole publiques à l'intérieur d'un groupe, qu'il me manquait en fait l'intimité. Il me manquait quelque chose qui correspondait plus à un ressenti personnel. Et que si je restais tout le temps dans cette discussion-là de groupe, je captais pas quelque chose qui, moi, est important, c'est une intériorité. Et je sais que à l'image, j'ai essayé de capter des moments d'intériorité. Par exemple, je sais pas, moi, il y a 3 personnes qui discutent et qu'il y en a un autre qui est en train de penser un peu. Et des moments où on peut rester sur un visage simplement. Donc, j'étais à la recherche de ça. Et en fait, j'en avais quasi pas. Parce que tout le monde sur le rond-point était en train de parler quasiment en permanence. J'avais très peu de choses comme ça, de silence. Euh, et donc, j'ai ressenti vraiment le besoin d'avoir une parole qui était plus personnelle, mais aussi, c'était une démarche de ma part de me dire, en fait, ça demande un investissement plus grand dans ma relation, mais ça se fait naturellement, c'est pas des trucs on pense complètement. J'avais envie d'aller poser des questions directement. J'avais envie de savoir ce que pensait Benoît, ce que pensait Agnès, ce que pensait Nathalie, ce que pensait Alan, pourquoi ils étaient là, c'était quoi leur vie. J'avais envie, et tout le temps du tournage, c'est de collecter de la matière, mais en suivant des lignes qu'il ne faut pas que je lâche. Des lignes thématiques, par exemple, des sujets qu'ils abordent, par exemple le RIC, par exemple la question des violences. Par exemple, il y avait aussi des lignes que j'ai suivies tout au long du tournage qui sont finalement pas dans le montage, parce que donc ensuite le moment du montage, c'est un moment qui a été particulièrement long, là où j'ai travaillé avec donc ma monteuse qui avait travaillé sur mes autres films, Karen Benenous, où en fait ça a duré plus d'1 an de montage, mais pas 1 an où on a des périodes de break, c'était vraiment 1 an de montage, même plus si je compte tout, de travail, où même en fait on travaillait dans 2 salles séparées. Donc on avait fait un premier travail, on montait les scènes ensemble, mais le problème c'est qu'en plus il faut monter toutes les scènes d'un documentaire pour savoir en fait lesquelles sont bonnes. Donc on passe des heures à monter des jours, à monter des scènes entières qui ne seront pas dans le film. Emmanuel Grapp revient ici sur la nécessité de faire entendre le groupe autant que les individus. Alors, ce que ça veut dire monter une scène, c'est de prendre par exemple, je vais prendre une scène où ils organisent une réunion là, dans une sandwicherie, où ils rencontrent des représentants des autres groupes de la région. Et là, ils vont parler de comment est-ce qu'ils vont mener la prochaine action, où ils vont parler de... Certains se disent porte-parole, d'autres se disent simplement coordinateur. Et qu'est-ce que ça veut dire et comment prendre les décisions. Et aussi, dans cette même réunion, ils essayent d'élaborer des revendications communes où ils puissent faire un tract où ils aient un certain nombre de revendications communes à exprimer pour les Gilets jaunes d'Eure-et-Loir. Donc ça dure 3 heures. Et le montage, c'est de réussir, de voir en fait qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce sont les discussions qui mènent le plus loin, sont les plus intéressantes. Et à ce stade-là du montage, au moment où on monte la scène, il va y avoir, dans une même discussion, il va y avoir 4 sujets qui vont être potentiellement aussi intéressants les uns que les autres. Sur l'organisation, sur le rapport à la violence, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, enfin la casse, disons, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, la violence aussi subie, est-ce qu'on doit faire une déclaration, est-ce qu'on doit déclarer la manif ou pas, mais il y a l'élaboration des revendications, enfin ce dont j'ai parlé. Donc il y a tout ça, et donc on essaye de faire en sorte qu'il y ait un début et une fin à tout ça. Ça, c'est la première phase du montage. Mais ensuite, une fois qu'on fait un premier ours, on met les scènes les unes après les autres. Là, en l'occurrence, ça faisait 5h30. Donc, on s'est maté ensuite 5h30 de l'ensemble. Là, on se rend compte qu'on n'en peut plus de toutes ces discussions. Et en fait, il y a une chose très importante qu'on oublie parfois, en fait, c'est que dans une scène, tu ne peux pas aborder 3 sujets différents. Si tu en abordes 2, c'est déjà
bien souvent trop. Donc, en fait, il faut en choisir une. Et donc, ça veut dire que... Et c'est pas nécessairement ce que tu avais imaginé comme étant le plus intéressant au début. Quand tu as monté la scène, tu te dis, bah, ça, c'est tellement bien ce qu'il raconte. Et ensuite, tu te rends compte, dans la structuration, que, ben, non, en fait, oui, c'est hyper intéressant en tant que tel, mais c'est pas quelque chose dont il reparle ensuite. Donc, en fait, même si c'est super, tu es obligé de l'enlever pour garder quelque chose qui te paraissait moins intéressant, mais qui, par contre, tu peux faire un écho, tu peux créer une continuité sur la suite du film. Et c'est des choix qui sont souvent très durs à faire, même parce que c'est des sacrifices, en fait, qui, là, dépendent non pas simplement de la scène elle-même, mais de la structure, puisqu'au final, le montage d'un film, c'est surtout trouver des structures, trouver des lignes narratives et de travailler la structure, et sachant que une scène n'est pas bien, enfin, même si c'est toujours une tension en fait entre une scène qu'on adore ou un moment dans une scène qu'on adore et sa nécessité réelle dans le film en fait. Disons qu'il y a eu beaucoup de musiques qui ont accompagné le mouvement. Des musiques populaires, disons. Moi, il y a quelque chose, il y a une forme dans la musique qui me plaît particulièrement, que je retrouve dans la musique électronique en particulier, qui est celle de la montée progressive vers quelque chose où à la fin on est en transe et où c'est un peu l'explosion. C'est l'état dans lequel on n'est plus simplement en train d'écouter, mais on est on est complètement pris par ce qui se passe. Énormément de musique, de morceaux de musique électronique sont basés là-dessus. Et en fait, dans le cinéma, je trouve qu'on l'a peu. En fait, il y a peu de films où il y a cette montée-là. Moi, c'est quelque chose où, en fait, finalement, si vous regardez dans plusieurs films que j'ai faits, j'ai cette... qui peut arriver un peu par surprise, mais en tout cas, cet état dans lequel... cet état de transe, en fait, dans lequel... sans s'en rendre compte, on a été amené tout au long du film. Et donc, pour moi, la musique peut avoir cette fonction et cette aide-là. C'est pas un son juste, c'est un son de manifestation qu'on entend au départ très lointain, mais qui monte jusqu'à arriver au premier plan sonore. Et donc, en fait, qui revient impacter, pour moi, en tout cas, le but, c'est ça, qui revient impacter le spectateur pour signifier que c'est pas simplement un souvenir des fantômes du passé, comme les traces qu'on voit, c'est aussi qu'en fait, cette colère, elle est toujours là, elle gronde et elle est prête à exploser de nouveau, quoi. Si la colère était sonore, il ne faudrait pas oublier son aspect visuel et même graphique. Si une couleur devait résumer le mouvement, ce serait bien évidemment le jaune, dont il était essentiel de restituer la puissance à l'écran. Bah, moi, je me suis dit, mais c'est génial, ils ont trouvé vraiment quelque chose qui fait que quand il y a une manifestation gilet jaune, et ben, ça fait vraiment une vague jaune. C'était une idée de génie visuel, vraiment comme une idée pour un film, quoi. Filmer des masses, c'est intéressant, mais ça peut, visuellement, ça peut ne pas rendre. Là, en fait, avec les gilets jaunes, vous voyez vraiment, ça identifiait complètement. C'est très bien pour moi pour faire exister justement ces scènes où on verra des affrontements. Et ben, il y aura d'un côté le jaune des gilets jaunes et de l'autre côté le noir des forces de l'ordre. Et après, au niveau de l'étalonnage, justement, on a travaillé ça dans le sens où, en fait, très rapidement, je me suis dit, en plus, il fait froid, c'est l'hiver, ça jouerait sur le bleu et le jaune, en fait. Donc, d'avoir des teintes bleutées sur tout ce qui est jour et c'est la couleur complémentaire du jaune, le bleu. Donc, de réussir à avoir des teintes bleutées sans faire disparaître le jaune des gilets jaunes. Alors, heureusement, maintenant, en étalonnage, on peut réussir à travailler comme ça sur les couleurs avant où on donnait une teinte bleutée à l'image. Du coup, ça faisait perdre l'ensemble du jaune. Là, maintenant, aujourd'hui, avec l'étalonnage numérique, on peut réussir à faire exister le jaune malgré le fait que la teinte soit bleutée de l'image. Donc, on a travaillé là-dessus. Et très légèrement, en fait, au fur et à mesure du film, aussi au fur et à mesure où le film devient plus ensoleillé, puisqu'on arrive au mois d'avril, les teintes deviennent plus jaunes dans l'ensemble. Au-delà des gilets portés par les manifestants pendant le mouvement,
il existait un autre symbole éminemment visuel qu'il fallait représenter au mieux dans le film. Je voulais le faire exister, ce rond-point. Et en réalité, un rond-point, la seule manière réelle de se rendre compte de ce que c'est en étant au-dessus. C'est vraiment là où on le voit. Au moment du montage avec Karen, on a fait hyper attention à tout le temps revenir au rond-point. Puisque, en fait, on aurait pu le quitter complètement. Puisqu'à un certain moment, la plupart des choses intéressantes, des réunions, se passent ailleurs que sur le rond-point. Mais nous, on faisait attention à revenir pour qu'il existe la nuit, il existe le jour, il existe sous la neige, il existe... c'est là où il y a la crise, enfin, bref, de revenir à cet endroit-là. Mais visuellement, c'est hyper difficile de le faire exister. C'est juste un petit monticule, c'est pas grand-chose. En plus de ça, moi, ils n'avaient pas construit de cabane dessus. Et donc, en fait, vu d'au-dessus, là, ça existait. Vous venez d'écouter le dernier épisode d'une série produite par Narasson. Elle accompagne la sortie du film Un peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février 2022 par le distributeur de films KMBO. Entretien et réalisation par Clément Coucoureux, Fan Montet et Nolwenn Thibault. Merci à Inès Endaoui, Jeanne Terral, Vladimir Koch et Grégoire Marchal de KMBO, à Mélanie Simon-Franza de la Grande Distribution et à Catel Guello de Blast pour leur aide, sans oublier Emmanuel Gras qui a contribué à ce podcast. Vous venez d'écouter le dernier épisode de cette série consacrée au film d'Emmanuel Gras, Un peuple, et aux questionnements qu'il soulève.